Cette émission vous est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Longtemps, la question de l'inadéquation formation-emploi a ruiné l'espoir pour de milliers de jeunes d'obtenir de l'emploi après une formation. Pour améliorer l'employabilité des jeunes et augmenter ainsi leurs chances d'obtenir de l'emploi, le gouvernement a obtenu l'adhésion et l'implication effective du secteur privé dans le cadre du PJGouv. Pour ce 8e numéro de votre émission Focus PJGouv, nous nous retrouvons aujourd'hui au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Nous verrons comment les entreprises accompagnent le gouvernement dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires de l'école de la deuxième chance. Monsieur Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous dira tout sur ce partenariat État-secteur privé dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet autre numéro de Focus PJGouv. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'entreprise de travaux publics Razelbeck nous a ouvert ses portes. Elle embauche en son sein des jeunes sortis du programme École de la deuxième chance. Pour ce numéro, notre boss est entrepreneur dans le domaine de la boulangerie. Grâce à un financement de l'agence Emploi Jeune, sa boulangerie tourne à plein régime dans la commune d'Abobo. Encore des offres d'emploi et de stage, des opportunités offertes par l'agence Emploi Jeune. Ils se prénomment Marius, Jacques et Samba. Ils sont tous les trois jeunes avec en commun leur histoire. Après leur étude, difficile pour eux de se trouver un emploi dans une entreprise. Ils décident alors de s'inscrire à un programme de l'école de la deuxième chance du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Résultat, un stage à Eggleton en France avec à la clé un CDD à leur retour. C'est que l'entreprise qui les accueille à leur retour qui y trouve pour son compte. Les jeunes sont bien formés et leur domaine intéresse les entreprises. Suivons ensemble l'histoire de Marius, Jacques et Samba. Leur parcours est retracé dans ce reportage. Abidjan, commune de Marcory. Dans cet atelier auto, Jacques procède à la révision des véhicules en prélude à un contrôle technique. Pneumatiques, moteurs, freinage, tout doit passer au peigne fin. Admis en apprentissage dans cette entreprise, Jacques fait désormais partie de l'effectif. Il bénéficie d'un contrat d'embauche depuis quelques mois. Après le bac, j'ai opté pour l'informatique et ça n'a pas marché. Du coup, j'ai fait un certificat en auto, mécanique auto. Et après, j'ai postulé via le lien que ma mère m'a envoyé sur les réseaux. J'ai postulé à la NOS, école de la deuxième chance. Et j'ai été retenu pour un entretien. On devait d'abord faire un stage d'immersion de 2 semaines. Après le stage d'immersion, il fallait aller en formation en France. Pendant 2 mois, on a fait la formation en France, 2 mois. Et nous sommes revenus au pays. On continue encore la formation ici à Razel. Je suis entré à Razel maintenant, ça fait 1 an, 2 mois précisément. J'ai signé un contrat, disons pratiquement, ça fait 3 mois. Recruté par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre de l'école de la deuxième chance, Jacques a bénéficié d'une formation en mécanique à Eggleton en France. Au nombre de ses condisciples de cette aventure en France, nous retrouvons Marius à Trècheville, aux commandes d'une pelle hydraulique dans une cimenterie. Sa mission, charger ses camions de sable qui sera ensuite transporté dans différentes zones de travaux. L'école de la deuxième chance lui a offert l'opportunité d'apprendre le métier de conducteur d'engin en France. La formation en France, là-bas, nous avons appris beaucoup de choses. C'est passé sur 3 étapes. On a commencé par la théorie. Après la théorie, la phase mécanique. Après la phase mécanique, nous sommes allés sur le terrain avec les engins. Et là-bas aussi, nous avons appris plusieurs engins, tels que la pelle hydraulique derrière moi, le booter,
le tombero, la tratopelle. Avant d'intégrer le programme, j'étais un agent de nettoyage. Et là-bas, c'est le nettoyage, on faisait des maisons. Et Dieu m'a fait grâce, comme le nom indique, deuxième chance. Et j'ai été retenu pour une formation en France. Et aujourd'hui, je suis là, je suis inséré à Razelbeck, Côte d'Ivoire. L'école de la deuxième chance, au cœur du programme jeunesse du gouvernement, offre aux jeunes sans perspective ou en cas de reconversion l'opportunité de se donner un nouveau départ. C'est le cas de Samba, anciennement informaticien, aujourd'hui reconverti en conducteur d'engin. D'informaticien en conducteur finisher, bon, il n'y a pas eu trop de complications. Il n'y a pas trop de complications puisque la machine même c'est un peu informatisée. Donc je me suis vite adapté. En plus de la formation acquise, le programme s'attelle à trouver grâce à des partenariats des entreprises pour l'insertion des jeunes. Au début du processus, on est allé à Cocody pour faire des sélections au lycée. À la suite de ça, on a eu des élèves qui sont venus en stage ici avec nous sur le chantier. Et à la suite du stage, on a sélectionné encore quelques-uns pour les embaucher par la suite. Maintenant, ils travaillent avec nous depuis, pour certains, presque 1 an. Et puis ça se passe bien, on est content, on nous apporte un bon soutien à l'atelier. Voilà, c'est positif. On avait un besoin criard en main-d'œuvre, notamment des conducteurs d'engins. Et donc ça a été un boost pour nous dans notre politique de recrutement. Souvent, les images sont plus parlantes que les mots. Vous voyez, là, on a à l'œuvre un de nos une jeune recrue qui vient justement de ce programme École de la deuxième chance. C'est une fierté pour nous parce qu'il réalise avec maestria, je dirais, son travail. Voilà. Finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher des compétences à l'étranger pour pouvoir avoir des ressources valables. Donc, il faut que ce projet-là continue. Un partenariat gagnant-gagnant donc entre l'État et le secteur privé. À ce jour, sur une vingtaine d'apprenants accueillis en stage, Razelbeck en a embauché 13 en CDD, contrat à durée déterminée. Les autres poursuivent leur stage, espérant eux aussi décrocher un emploi dans cette entreprise de travaux publics. J'invite tous les jeunes de mon âge qui n'ont pas eu la grâce comme moi d'aller à l'université ou soit d'avoir un concours dans la fonction publique, de s'intéresser à l'école de la deuxième chance. Parce que ce programme est réel et je suis un exemple devant vous aujourd'hui. Le gouvernement a mis en place un programme jeunesse gouvernement pour faciliter les jeunes à s'insérer facilement dans la vie professionnelle, au lieu de s'adonner soit à l'immigration, etc. L'école de la deuxième chance, une véritable bouée de sauvetage pour la jeunesse. Un chantier pour lequel le gouvernement s'est allié au secteur privé. L'État ne lésine donc pas sur les moyens, en vue d'offrir aux jeunes une formation pratique de qualité, répondant aux besoins stricts des entreprises en matière de compétences et de ressources humaines. Toute chose qui facilite l'intégration des apprenants dans ces entreprises. Pour Jacques, Marius, Samba et tant d'autres, la route reste encore longue. Cependant, avec cette formation et grâce à l'école de la deuxième chance et au programme jeunesse du gouvernement, on peut le dire sans risque de se tromper, ils ont au moins trouvé une direction. À Akeikwa, dans la commune d'Abobo, une boulangerie fait le bonheur des habitants. Pour lancer ce business, Ahmed Kamara s'est fait accompagner par l'agence Emploi Jeunes. Avec l'AEJ, il a bénéficié d'un financement de 18 millions de francs CFA. Mais pas que. La suite dans ce reportage. Dès les premières lueurs du jour, alors que les rues d'Abobo commencent à s'animer, Pain de Nice est déjà en pleine activité. L'odeur du pain chaud envahit les rues et attire les habitants du quartier vers cette boulangerie située au cœur du quartier Akeikwa. Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la fabrique à pain répond aux besoins de toute une communauté. J'ai l'habitude de prendre mon pain tous les matins ici parce que eux, là, cette boulangerie font de la qualité. Puis le service d'accueil aussi, c'est très bon. Nous, on habite derrière l'eau. Donc, il n'y a pas de boulangerie dans le secteur, dans les quartiers, là-bas, il n'y en a pas. Donc, ça fait que c'est ici on prend le pain. Dans l'arrière-boutique,
les équipes s'activent autour des machines. La production ne s'arrête pas car la demande est constante et exigeante. Du pétrissage de la pâte à la sortie des pains dorés du four, chaque étape est exécutée avec rigueur et efficacité. Ce sont 2000 pains qui sont produits ici au quotidien, répondant ainsi à une demande toujours croissante. Mon travail consiste à mettre le pain dans le four. Lorsque je dois mettre le pain dans le four, il faudrait que je place sur le tapis d'abord, avant de le lamer, comme ce que je fais actuellement. Le lamer et puis je le pousse dans le four. Et lorsque le pain cuit, je le transporte au guichet. Au cœur de cette activité se trouve Ahmed Kamara, l'homme qui a fondé Pain de Nice. Dès son arrivée à la boulangerie, il partage les objectifs du jour avec les travailleurs. Le parcours d'Ahmed Kamara est celui d'un homme qui a su allier vision et détermination pour faire de son rêve une réalité. J'ai commencé la boulangerie à partir de quelqu'un que j'ai connu, c'était un Français. C'est pourquoi vous voyez même le nom Nice, Pain de Nice, parce que ce Français-là, il venait de Nice. Il y a quelques années de cela, il n'y avait pas de boulangerie dans le village. Donc les gens sont obligés d'aller très loin, à 3-4 km, pour acheter du pain. Donc on a vu vraiment une opportunité ici. C'est pourquoi nous sommes venus s'installer ici à Akekwa village. Et nous n'avons pas eu tort puisque la boulangerie fonctionne très bien. Depuis 2 ans, on fait un chiffre d'affaires de 250 000 à peu près par jour. Après un point rapide avec son gestionnaire de stock, Ahmed Kamara se prépare à aller chez son fournisseur. Chaque jour est un nouveau défi pour lui. À la concurrence comme source de motivation, vient s'ajouter le désir de se surpasser, de faire de Pain de Nice une référence au-delà d'Akekwa. J'ai décidé d'avoir une petite production, et puis me baser sur la qualité, parce que d'autres boulangeries font beaucoup de livraisons. Donc non, on s'est concentré sur la vente directe. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une certaine qualité de pain. Le succès, Ahmed Kamara le doit également à un financement de 18 millions de francs CFA que lui a accordé le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes. Le budget total de la boulangerie va autour de 39 millions. Ouais. Avec l'AEJ, on a pu obtenir 18 millions. Donc le matériel, on l'a eu avec des fournisseurs. Et puis l'AEJ nous a permis de nous installer, de faire les aménagements. Donc l'AEJ m'a permis d'installer la boulangerie. L'AEJ m'accompagne tout le temps à travers ces agents qui viennent ici, on échange. Quand il y a des difficultés, on échange pour ensemble voir comment trouver les solutions et autres. En tout cas, l'AEJ nous accompagne véritablement dans la marche. Les équipements acquis grâce à ce soutien de l'Agence Emploi Jeunes sont d'une importance capitale. Des équipements indispensables pour maintenir une production de haut niveau et répondre aux attentes de la clientèle locale. Toutes les formes de pain que vous voyez, c'est à partir d'ici, avec un réglage. Le pétrin, qui a un coût estimé à environ 1,5 million, ça aussi c'est pareil, identique 1,5 million, avec un four à sol, estimé à 12 millions de francs. Pour Ahmed Kamara, avec de la détermination et un peu de soutien, tout est possible. Il encourage les jeunes à ne pas abandonner leurs rêves et à profiter des ressources disponibles pour réussir. Je demande donc à la jeunesse ivoirienne de s'intéresser à l'entrepreneuriat et puis en même temps demander à la jeunesse de ne pas avoir d'a priori quant au financement de l'Agence Emploi Jeunes, l'AEJ. Parce que c'est cette agence rattachée au ministère de la Promotion de la Jeunesse fait vraiment la promotion de la jeunesse en finançant les projets des jeunes. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un à l'emploi jeune. Tu vas avec ton projet et il y a des personnes pour te suivre jusqu'à la finalisation, jusqu'au financement du projet. L'histoire de cette boulangerie démontre l'impact du soutien gouvernemental à travers son programme jeunesse. Grâce à l'Agence Emploi Jeunes, des rêves comme celui de Ahmed Kamara peuvent se réaliser tout en contribuant positivement à l'essor de la communauté. Aujourd'hui, Pain de Nice emploie 13 personnes, offrant ainsi des opportunités de travail.
Pour connaître le rôle du secteur privé dans l'insertion professionnelle des jeunes, nous sommes en compagnie aujourd'hui de M. Moustapha Sangaré. Il est le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bonjour monsieur le directeur de Bonjour, cabinet. madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de comprendre justement ce rôle du secteur privé dans l'insertion professionnelle de nos jeunes. Et tout à l'heure, nous avons vu dans le reportage, des jeunes sont formés, ils ont pu bénéficier d'une formation tout au long de l'école, du programme de l'école de la deuxième chance. Ils ont pu obtenir même un emploi. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce reportage? Ce film illustre bien effectivement les activités que nous avons avec les entreprises en vue de répondre à leurs besoins en compétences. Alors, il s'agit bien sûr d'un consortium d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics qui nous a approchés et ensemble nous avons bâti un programme de formation. Déjà, les jeunes ont fait 2 semaines d'immersion dans leur entreprise avant de suivre pendant 8 semaines une formation en France à l'école Égletons. De retour, ils ont été intégrés au sein de cette entreprise et il est prévu normalement qu'à long terme, ces élèves, ces apprenants interviennent dans nos centres de formation par apprentissage en tant que vacataires issus du milieu professionnel. C'est cela. Des jeunes sont formés, ils trouvent aujourd'hui des stages et même pour des plus compétents, même ils trouvent de l'emploi. Ces choses qui n'étaient vraiment pas évidentes. Comment aujourd'hui vous arrivez à transformer ce cycle ou à changer la donne aujourd'hui? Oui, là, le ministère a décidé d'inscrire au cœur de sa stratégie l'identification des besoins en compétences des entreprises. Et partant de là, il y a tout un processus de dialogue avec le secteur privé en vue de pouvoir mettre en place des contenus de formation qui s'adaptent à ces compétences recherchées. Et donc, parallèlement à cela, nous avons mis en place des dispositifs tels que l'approche par les compétences en vue de pouvoir dispenser des formations. Et on a systématisé au fait l'inscription de stages au cours de la formation. Donc, ça permet aux élèves de découvrir déjà les réalités du monde professionnel avant même l'obtention de leur diplôme. Et comment vous avez réussi plus ou moins à les impliquer dans ce programme au niveau de la formation et surtout de l'insertion de ces jeunes? Alors pour ce faire, il a fallu justement qu'on relance les activités au sein du comité paritaire de pilotage du partenariat État-secteur privé en vue de construire justement ce cadre de dialogue permanent avec le secteur privé pour pouvoir recueillir à tout moment leurs besoins en termes de compétences, compétences actuelles comme compétences à venir. Et nous avons, en plus de ce dispositif, pris des décrets tels que le décret qui instaure l'approche par les compétences. Nous avons inséré des formations pratiques dans les cursus de formation de nos établissements. Et puis, bien sûr, nous avons mis en place des dispositifs, des services qui sont en lien constant avec les entreprises pour échanger avec ces entreprises-là et mettre à leur disposition des stagiaires et des diplômés. Et ça est le centre même de notre sujet. Quel est leur rôle, en fait, ces fêtières des entreprises, ces associations? Alors, ces fêtières-là, justement, font partie du comité de pilotage du partenariat avec le secteur privé. Et ces fêtières intègrent aussi la gouvernance de nos établissements de formation professionnelle. Et bien sûr, avec elles, on arrive à bâtir les programmes de formation dans les différents secteurs de leurs besoins. Combien d'entreprises vous accompagnent? Alors, au cours de cette phase pilote de l'école de la deuxième chance, nous avons travaillé avec une 50aine d'entreprises formelles, sans compter les entreprises qui sont du secteur informel, en vue de pouvoir justement déployer cette phase pilote et puis éprouver justement le dispositif que nous sommes en train de mettre en place. Que ça, et on parle justement d'une collaboration État et secteur privé que gagnent ces entreprises. Alors, les entreprises, elles sont déjà
conscientes de leurs besoins en termes de compétences. Donc oui, elles gagnent en termes de ressources humaines compétentes qui vont venir participer à les rendre plus compétitives. Mais en dehors de cela, l'État propose des outils tels qu'un abattement fiscal pour les entreprises qui acceptent d'accueillir des élèves en stage ou même qui les prennent en contrat à durée déterminée. Que cela est combien de jeunes ont pu être insérés aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan au cours de ces dernières années? Oui, au cours de cette phase pilote, on peut estimer à environ 30 000 jeunes, donc c'est depuis 2021, 30 000 jeunes qui ont bénéficié de ces formations de l'école de la deuxième chance. Et actuellement, nous sommes à un effectif d'environ 15 000 qui sont en cours de formation. Ça fait un total de 45 000 jeunes qui bénéficient des formations dispensées dans le cadre de l'école de la deuxième chance. C'est ça. Et on a dit à l'horizon 2030, c'est 1 million de jeunes qui doivent être insérés. Est-ce que vous pensez que cette tendance actuelle-là pourra nous aider pour cet objectif? Oui, c'est un objectif ambitieux, mais nous pensons quand même qu'il est atteignable parce que justement, pendant cette phase pilote, nous avons pu évaluer justement les points d'amélioration à apporter au dispositif et nous avons également pris d'autres décrets, en plus du décret de l'approche par les compétences. Nous avons le décret de la certification des qualifications professionnelles. Il y a le décret de la certification des qualifications au métier qui, celui-là, s'adresse beaucoup plus aux jeunes qui sont dans le secteur informel. Et nous avons le texte qui est relatif à la VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc, tous ces dispositifs vont nous permettre d'étendre justement les bénéficiaires aussi bien aux entreprises formelles qu'aux entreprises informelles. C'est un objectif qui est réaliste et qu'on pourra atteindre à l'horizon 2030. C'est ça. Et quel est le taux de chance pour ces jeunes bénéficiaires de ce programme, l'école de la deuxième chance, d'obtenir un emploi? Alors, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, dans cette phase pilote, nous avons un taux d'insertion de 80, au-delà de 80%, pour les jeunes qui suivent des programmes de formation en partenariat avec les entreprises. On a des programmes tels que le programme de l'apprentissage, qui celui-là, c'est des taux un peu moins de 65 à 70% que nous atteignons. Et de 2021 à ce jour, 2024, quel est votre regard au vu de ce bilan? Alors, on constate au cours de cette phase pilote que nous avons à renforcer le dialogue que nous avons avec le secteur privé, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui adhèrent justement à ce programme de l'école de la deuxième chance et, comme je l'ai dit, de l'ouvrir aussi au secteur informel. Et c'est là que nous trouvons de nombreux jeunes qui ont soif d'apprendre et qui doivent être formés en vue de professionnaliser leur métier. Voilà. Et cela va conduire ces entreprises du secteur informel progressivement à rentrer dans le secteur formel pour pouvoir bénéficier des avantages tels que l'accès aux marchés publics qui sont offerts par l'État et bien sûr les avantages fiscaux qui sont liés justement au fait que l'État soutient des entreprises qui accueillent des élèves en stage ou bien qui offrent des contrats à durée déterminée à des diplômés. Monsieur le directeur de cabinet, nous sommes déjà au terme de cet entretien consacré au rôle du secteur productif dans la réussite de l'école de la deuxième chance. Vous avez un mot de fin, j'espère, et je l'imagine en 2 volets. Alors, aux jeunes qui sont encore dans le système éducatif, mon message, ça serait de leur dire qu'il est parfois plus intéressant de commencer par la formation professionnelle et l'enseignement technique parce que c'est une voie d'accès rapide et directe à l'insertion sociale. On a hérité justement de certains préjugés qui font que les enfants sont réticents à s'orienter vers
l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et il n'est pas surprenant de rencontrer des apprenants de l'école de la deuxième chance qui ont un diplôme de licence ou de master qui viennent s'inscrire à nos formations. Personnellement, moi j'estime que c'est une perte de temps. Ils ont perdu du temps à suivre des formations générales alors qu'ils auraient pu venir directement s'inscrire à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Aux enfants, aux jeunes qui sont justement sortis du système éducatif, il faut leur dire que justement il n'est pas tard, il faut garder espoir et faire comme ces jeunes que nous venons de voir dans l'élément qui a été projeté tout à l'heure, s'inscrire au programme de l'école de la deuxième chance et puis faire preuve de résilience, d'abnégation, de sérieux au travail. Et comme ils l'ont vu tout à l'heure, ça aboutit très rapidement à une insertion professionnelle. Alors aux entreprises, mon message sera là encore adressé à deux types d'entreprises. Des entreprises du secteur informel, pour leur dire que le ministère justement de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage déploie des mécanismes pour les appuyer afin de professionnaliser leur métier, de leur apporter des compétences qui seront reconnues à travers la validation des acquis de l'expérience et le certificat de qualification au métier. Donc, à partir de ces compétences reconnues, leur entreprise pourra bien sûr avoir un cheminement vers la formalisation. Pour les entreprises formelles, mon message serait un message de remerciement déjà pour l'appui qu'elles apportent aux différents programmes du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et un message pour leur dire de continuer à nous appuyer parce que c'est en nous appuyant, ces entreprises arrivent à former des personnes compétentes et qui vont venir renforcer leur compétitivité et rendre l'entreprise plus rentable pour eux. Et chers jeunes, vous pouvez évidemment trouver de l'emploi grâce au programme L'école de la deuxième chance et également trouver des opportunités d'emploi et de stage avec l'agence Emploi Jeune. C'est maintenant. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'agence Emploi Jeune. Un poste pour manager financier à Abidjan-Yopougon. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 25 octobre 2024. 2 postes pour commercial à Abidjan-Cocody. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 25 octobre 2024. Un poste pour stagiaire infirmier à Bondoukou. Niveau de formation, Bac plus 3. Date de clôture, 25 octobre 2024. Un poste pour stagiaire infographiste à Korogo. Niveau de formation, terminale. Date de clôture, 31 octobre 2024. 5 postes de stagiaire community manager à Korogo. Niveau de formation, terminale. Date de clôture, 31 octobre 2024. 3 postes de stagiaire logisticien à Abidjan-Koumassi. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 31 octobre 2024. 4 postes pour stagiaire assistante RH à Sikensi. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 27 octobre 2024. Consultez le site de l'agence Emploi Jeune. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. C'est la fin de ce numéro de Focus PJGouv. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de votre magazine dédié à la jeunesse. Mais avant, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à nous laisser tous vos différents messages. Cette émission vous a été proposée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.